Merci. On va passer donc au témoignage d'Isabelle Wininger. Enfin, j'espère que j'écorche pas le nom. Bon, et bien donc, je vais refaire au journaliste, la commission. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter les pépinières, du coup, Vadel, enfin pas les pépinières, dans votre entreprise. Présentez-nous votre entreprise. Donc, je me présente effectivement, donc Wininger Isabelle. Donc, j'étais ex-gérante des pépinières Vadel-Wininger et de l'entreprise de reboisement Vadel. Vadel étant mon nom de jeune fille et Wininger, c'est le nom de mon époux. Donc, nous avons 3 enfants. Et quand j'ai pris la retraite donc en 2007, donc ça fait 16 ans, c'est les 3 enfants qui ont repris le flambeau et c'est 2 petits-enfants déjà qui reviennent dans l'entreprise aussi. Le 3e n'en est pas loin. Donc ça reste une entreprise familiale avec quand même 30 salariés derrière, quoi. Donc nous sommes situés tout au sud du Haut-Rhin, dans le Sundgau, dans le triangle Mulhouse-Belfort-Bâle, sur des sols limon-argile assez costauds, mais qui donnent quand même de très bons résultats, surtout, notamment pour le feuillu. Nous sommes sur 100 hectares. Nous avions ouvert une deuxième sur la Haute-Saône avec 60 hectares qu'on a remis en stand-by puisque bon, le marché n'étant pas plus porteur que ça, on a arrêté, on s'est recentré sur l'Alsace. Donc la grosse production, c'est quand même le feuillu toujours, avec à peu près 70% feuillu, 30% résineux. Bon, donc nous produisons à peu près 1,5 million à 2 millions de plants par année. Et nous continuons bien sûr à mener en même temps l'entreprise de reboisement. On fait les travaux préparatoires, les plantations et les entretiens. Donc tous les entretiens derrière, puisque là aussi on a essayé de diversifier, puisque nos salariés c'est des permanents, donc il faut retrouver aussi du travail pour eux sur toute l'année, ce qui n'est pas toujours simple. Donc aujourd'hui, je vous parle, mais simplement des pépinières, disons du contexte du Grand Est. Grand Est, donc la région Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, puisque c'est là un peu qu'on a le maximum d'activité, quoi. Alors du coup, vous avez fait récemment un gros investissement là qu'on voit à l'écran. Vous pouvez nous parler de ce gros investissement? Oui, on a été secoués à un moment donné, parce qu'on a vu arriver un appel d'offres pour des contrats de culture et quasiment la moitié était en racines nues et l'autre moitié déjà en godet. Donc on s'est dit, oula, il va falloir réagir, sinon on va rester sur le pavé. Donc on a commencé à se documenter parce que c'est un nouveau métier. Il fallait le reconnaître que on repartait à zéro. Alors que le père, il avait déjà démarré à zéro pour arriver à 100 hectares. Donc si on démarre aujourd'hui en godet à zéro, il faudra bien progresser aussi. Mais donc on a commencé avec une serre effectivement et on a eu la chance quand même au moment de la réflexion qu'on avait pour franchir le pas, c'est que le plan de relance est arrivé. Donc on a postulé, on a été retenu et donc on a pu, disons réellement, de façon un peu plus sereine, s'engager à l'investissement qui est quand même relativement conséquent. C'est une serre de 2000 mètres carrés. On a déjà refait une deuxième un peu moins sophistiquée, mais bon, qui tient la route. Mais on a pu se permettre, disons, de l'aménager réellement avec du matériel performant. On a également eu le soutien de la région, donc c'est vrai que ça nous a aidé à aborder sereinement ce nouveau métier. Et du coup, vous pouvez expliquer pourquoi la préparation des plants en godet, maintenant, ça devient plus indispensable, alors que jusqu'ici, vous en étiez passé finalement. On s'en est passé effectivement et on croyait toujours à notre racine nue, mais aujourd'hui, avec les nouvelles essences qui arrivent, on savait bien qu'on n'allait pas pour ne pas pouvoir y sursoir. Puisqu'un cèdre en racine nue, bon, on sait bien que ça donne pas des résultats extraordinaires. Il y avait les autres, bon, on nous a demandé du chêne pubescent qu'on connaissait pas non plus. Donc, dans un premier temps, on est parti en godet aussi. Aujourd'hui, on est déjà en train de faire un peu l'inverse. On remet de nouveau du pubescent en pleine terre. Donc, on navigue encore, mais je crois que, honnêtement, avec la première année qu'on vient de passer, on s'en est bien sorti. Parce qu'on a vu passer des godets avec des gens qui font du godet depuis longtemps, mais c'était pas mieux, peut-être même moins bien. Par contre, ça ne veut pas dire que vous ne produirez plus en racine nue. Ah non, on continue complètement en racine nue pour le moment. Après, il va falloir qu'on s'adapte par rapport à la demande. C'est l'avenir qui nous le dira. Mais on a toujours été obligé de s'adapter par rapport à la demande, donc on va continuer.
Alors, moi, j'y connais rien à pépinière, j'ai découvert ça à l'époque. Donc, produire en godet, ça veut dire produire des plantes de plus haute qualité. Donc, Plus haute qualité, c'est peut-être même pas le mot. C'est peut-être pas le mot, mais simplement, disons, disons, on arrive à proposer un plan qu'on peut planter un peu plus longtemps en saison. On peut démarrer plus tôt, on peut planter un peu plus tard. Mais la grosse différence, je pense qu'on peut faire des plants de qualité en godet et on peut faire en godet, on peut faire de la belle qualité en racine nue, comme on peut faire effectivement du moins bon. Ouais. Il faut combien de temps pour produire un plan? Donc, justement, avec le plan de relance, fallait vite. Donc, avec la serre, effectivement, on est arrivé à faire une production en 1 an pour plein d'essence. Alors qu'en racine nue, on a parfois un peu plus de problèmes. Donc, on raccourcit un peu le rythme de la mise sur le marché avec des plants qui ont 1 an. Par contre, bien sûr, pour tout ce qui est sapin, ça nous demande 3 ans au lieu de 4 ans, alors qu'en racine nue, il nous faut, 1 an à 3 ans, alors qu'en racine nue, on reste ça du 4 ans. Donc, c'est, comme dit, on peut gagner une année de temps en temps sur certaines essences. Alors, vous n'avez pas, enfin, l'entreprise, elle a le métier de pionnerie, mais aussi d'accompagnement de la plantation et des travaux. Et donc, selon vous, c'est quoi le savoir-faire majeur pour réussir une plantation après la continuité? Bon, je crois qu'aujourd'hui, la plantation elle pose réellement des problèmes, puisque vu cette année, je crois que on commence réellement à trembler. Il y a quand même des plantations qui n'ont pas eu une goutte d'eau depuis 32 jours. Hein. Donc, ça commence à faire long. Mais on constate quand même que si aujourd'hui on met les moyens à faire une bonne préparation de sol de départ, on gagne déjà au niveau des reprises. La reprise est meilleure, la taille elle sera meilleure. On peut gagner à un dégagement. Donc tout ça, ça compte. Par contre, bien sûr, c'est une chose, puisque là, on va maîtriser la végétation concurrente. Et quand il y a une pluie, ça va être au bénéfice du plant et pas de l'herbe autour. Mais il faudrait garder toujours en tête que la bonne qualité d'un plant, la fraîcheur d'un plant, le bon conditionnement et la plantation derrière reste indispensable. Hein, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'entre la pépinière et la plantation, il faut déjà garder des racines bien humides et éviter qu'elles sèchent. Voilà, effectivement. Donc, même des conditions, juste avec les mises en sac, des choses comme ça, on peut gagner aussi en qualité derrière. Alors, du coup, si on revient à notre sujet des régéphores, c'est la complexification des sylvicultures, il y a plus de mélange d'essences. Donc, dans votre catalogue, il y a déjà beaucoup d'essences. Donc, vous pouvez nous raconter un peu les nouveautés, puis sur la partie reboisement forestier, comment votre offre s'adapte et change. Qu'est-ce qu'on vendait le plus? Qu'est-ce qui est le plus difficile à produire? Pour les nouveautés, c'est effectivement cette culture en godet. Et là, on avait arrivé des essences qu'honnêtement, on connaissait dans le livre, mais pas en réel. Donc, bon, le chêne pubescent, en feuillu, c'est le chêne pubescent, effectivement, et ça, c'est réellement une demande. On a les liquidambar, les noix de Byzance, le hêtre d'Orient, le noyer caria, enfin, il y a un peu toutes ces choses-là qui arrivent en plus petite quantité, bien sûr, mais je pense qu'il faut avoir sous le coude au moment où le client le souhaite. En résineux, c'est le cèdre de l'Atlas qui est en tête, avec le sapin de Bormuller, le pin sapot, le pin salzman, brucias, encens, le calocèdre, le cyprès virens, le séquoia. Enfin, il y a toute cette gamme qui nous arrive et qu'on essaye d'élever correctement, quoi. Alors, depuis 2 jours, on a entendu dire que c'est difficile de trouver des graines. Comment vous faites pour trouver vos graines? Ah ben voilà, donc les graines, on a 2 marchands grainetiers. On a 2 marchés grainetiers, donc c'est l'ONF avec la sécherie de l'Ajoux et Villemorin. Et eux, ils ont les mêmes soucis. Enfin, eux, ils ont le souci avant nous. Parce qu'ils ne trouvent pas toujours toute la graine qu'ils souhaitent. La réglementation, elle est ce qu'elle est. Donc, il faut aussi la suivre. On ne peut pas faire n'importe quoi. Les importations ne sont pas toujours évidentes à faire non plus parce que certains pays font un peu de rétention aussi. Donc, c'est très complexe. Par contre, c'est nos seuls fournisseurs. Et par contre, également au niveau des dérogations, parce qu'on a demandé à un moment des dérogations pour arriver à compléter un peu. Elles sont parfois un peu tardives à arriver par rapport au ministère, quoi. Donc, il y a encore peut-être un peu d'assouplissement à demander un peu, et éventuellement des dérogations si certaines années, il y a eu un potentiel de récolte, même si c'est pas classé, si on pouvait avoir ce coup de pouce ponctuel. Mais ce serait pour une année. Donc, oui, c'est
Et donc, parce que sans graines, le pépiniériste, il ne fait rien. Ah oui, tiens. Et donc, on voit bien qu'on va finir un peu sur l'adaptation au réchauffement climatique, puisque c'est un peu notre sujet. Et donc, vous avez eu l'habitude, vous dites l'entreprise familiale s'est toujours adaptée à plein de choses. Vous avez déjà une habitude de produire une diversité d'essences selon de nouvelles méthodes, etc. Mais là, récemment, par exemple, vous produisiez beaucoup d'épicéas que vous avez dû détruire, en fait. On a tout détruit. Voilà. Et vous pensez qu'à l'avenir, ça va arriver encore, ces problèmes, ou vous êtes maintenant armés pour éviter ces grosses destructions de stock? Armés, il y a 4 ans en avant, personne ne pouvait savoir que les scolites allaient être aussi dévastateurs. Hein. Donc, quelque part, on subit un peu les conditions du moment où le plan est en commercialisable. Mais bon, c'est vrai qu'à l'époque, on avait des contrats de culture en épicéa. Et donc, un contrat de culture veut bien dire que c'est le client qui reprend les plans. Et au bout de 2 ans, quand on a vu que ça commençait à baisser, on a recontacté le client en demandant qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce qu'on va les repiquer et les détruire au bout de la 4e année, ou est-ce qu'on a détruit directement les semis? Donc la décision a été prise, c'est de détruire le semis tout de suite pour ne pas avoir à les détruire. Mais bon, c'est une décision qui n'est pas toujours facile, puisqu'on ne sait pas non plus l'évolution du temps et du marché à ce moment-là, quoi. Mais des destructions, on en a toujours connu en pépinière, malheureusement. On a eu le problème du frêne. Bon, du jour au lendemain, les frênes, on l'a oublié. Mais ils étaient déjà en pépinière. On a la baisse de certains marchés, comme le hêtre. À un moment donné, on produisait 150 à 500 000 hêtres. Aujourd'hui, si on en produit encore 50 000, c'est suffisant. Donc, comme dit, après, il faut s'adapter au fur et à mesure de la demande, mais de la demande et de ce qu'on peut avoir comme graines à installer. Donc, c'est toujours on est toujours un peu sur plusieurs niveaux. Alors ça, c'est pour votre métier de pépiniériste. Du coup, vous avez aussi dans l'entreprise le métier de travaux forestiers. Et donc, nous, notre sujet, c'est la complexification des forêts, aussi bien dans le mélange d'essences, mais aussi sylviculture irrégulière, plantation mélangée, etc. Est-ce que cette nouvelle demande, vous la voyez se répercuter sur ce qu'on vous demande aussi en travaux? Ah, bien sûr. Mais là, pareil, il faut s'adapter aussi. On a fait l'entretien de la régénération naturelle pendant 20 ans dans le bois de Vincennes, par exemple. Mais pour nous, c'était aussi un nouveau métier à l'époque. Mais on l'a assumé. Et je crois que si on vous confie une forêt pendant 20 ans, c'est qu'ils étaient satisfaits. Mais donc aujourd'hui, on arrive dans certaines parcelles, il y a l'enrichissement, donc il faut faire avec, et il faut arriver surtout à faire évoluer nos salariés aussi en même temps, parce que bon, c'est quand même eux qui font le boulot et qui sont là tous les jours. Hein, Et alors, comment vous voyez l'avenir du coup? Est-ce que ce soutien aux investissements de l'État, le plan de relance a été important récemment, mais comment vous voyez l'avenir et comment vous voyez le besoin d'être public? L'avenir, aujourd'hui, je suis relativement sereine parce que je crois qu'avec la carrière que je viens de faire, on a eu des moments honnêtement bien plus compliqués qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une demande. Il faut juste qu'on arrive à se glisser au fur et à mesure de ces demandes et arriver à faire un travail correct. Par contre, parce qu'à un moment donné, quand même, j'étais une fois en réunion et j'ai osé parler de plantation. Et une dame s'est levée dans la salle, elle m'a dit « Madame, vous n'allez pas nous reparler de ces horreurs ». Bon, c'était un peu dur. Aujourd'hui, on parle de plantation, on parle de nouveau qu'il faut de l'arbre, et je pense qu'il le faut tout azimut, pas seulement en forêt, il y a l'agroforesterie, il y a les haies, enfin, il y a un panel aujourd'hui de demandes qu'on n'a jamais connu. Simplement, bon, comme dit, il faut arriver à maîtriser un peu l'ensemble, et ça, on a toujours fait. Donc, ma dernière question, c'est qu'est-ce que vous attendez des chercheurs? Puisqu'on est dans une rencontre où il n'y a pas que des chercheurs dans la salle, au-delà, mais qu'est-ce que vous attendez des chercheurs? Parce que vous avez l'occasion à la tribune de nous demander des choses. Pour les chercheurs, mais qu'ils trouvent vite. Parce qu'aujourd'hui, il faut faire vite. C'est ça le problème, je crois. Et entre la recherche et l'application, il y a parfois pas de temps qui est long. Et par contre, je pense qu'on est, honnêtement, en toute modestie, on est dans le même bateau. Donc, autant travailler ensemble et on est honnêtement à l'écoute de tout ce qui peut se passer. Régéfort, depuis que Régéfort se fait, j'ai pas loupé une session, à part cette année, puisque j'avais encore d'autres. Mais
c'est ce contact, je pense, avec les scientifiques, où on peut aussi avancer. Et s'il faut faire des expérimentations grandeur nature, la pépinière est ouverte, le reboisement est ouvert. Hein, c'est... Vous travaillez d'ailleurs avec nos équipes de sort, hein, Catherine. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions?